Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce JT du grenier où mes trois petits singes de la sagesse, Riri, Fifi et Loulou, vous saluent pendant que je tofoque le tofocus et qu'il est réglé. Normalement ça va aller. L'euro part en fumée. Eh oui, l'euro part en fumée. Alors j'ai trouvé une belle photo avec un euro qui brûle. Bienvenue dans ce JT du grenier réalisé sans montage, sans trucage, en direct, rien que pour vous. C'est réglé, je peux faire mon apparition. Salut les amis, salut les copains. L'euro part en fumée, crise, inflation, or, explication et prévision. Et oui, mes poules de cristal m'ont parlé, en plus de mon chat. Et donc, je sais ce qui va se passer. Et c'est assez normal. Puisqu'en réalité, si on regarde tout ça avec, en prenant un petit peu de recul, ce qui est mon cas, puisque je suis dans mon grenier normand tranquille, et donc je peux observer ça avec effectivement pas mal de recul, en dehors de toute voilà, de tous les biais qu'on peut avoir quand on est justement un petit peu enfermé dans des boulots salariés ou ce genre de choses. Voilà, moi j'analyse l'économie pour mes lecteurs et pour moi, et pas pour un patron, donc c'est une très grande chance. Et donc souvenez-vous, il y a un an, vous pourrez aller regarder cette vidéo, hein, vous allez sur YouTube, ils pensaient que c'était impossible, et pourtant l'inflation à 10% pour Noël, et bien voilà, nous arrivons à Noël un an après, et nous avons l'inflation à 10%, et je vais vous le montrer. Donc ça, c'était une vidéo de septembre 2021. Tout ça était évidemment prévisible. Et je vais vous parler des derniers chiffres donnés par Eurostat, qui est l'INSEE européenne. Il n'y a pas plus officiel qu'Eurostat Eurostat, c'est les institutions européennes, c'est l'Union européenne, et c'est l'organisme statistique de l'Union européenne sur lequel on peut baser évidemment toutes nos provisions aussi, encore une fois, lapsus révélateur, et sur lesquels on peut évidemment s'appuyer pour analyser un petit peu la situation. Donc ça, c'est la dernière note de conjoncture d'Eurostat sur l'inflation, étant date du 30 septembre. Donc vous voyez, elle est toute fraîche. Le taux d'inflation annuel de la zone euro est à 10%. Et donc vous voyez que sur ce qui est énergie, on est à plus de 40%, on est presque à 41%, 40,8%, donc l'inflation continue à accélérer. Ça pique, 10% d'inflation, attention, c'est la moyenne, et donc comme à chaque fois, dans les moyennes, le diable se cache dans les détails. Quand vous avez une inflation moyenne à 10%, vous imaginez bien que vous en avez quelques-uns qui sont un peu plus bas, et quelques-uns aussi qui sont beaucoup plus hauts. Et donc l'inflation aux Pays-Bas, dans les pays baltes, c'est carrément autour de 20%. Et donc Pays-Bas, Pays baltes, je faisais un sale jeu de mots, c'est humour d'économiste de grenier, il ne faut pas s'appeler pays quelque chose dans l'Union européenne et dans la zone euro, parce qu'effectivement c'est là où l'inflation est la plus forte. Et vous savez quoi, c'est pas fini, allez venez, on y va, on continue. Alors là on a le détail, c'est toujours le reste de cette note de conjoncture, c'est une copie d'écran du tableau. Alors c'est intéressant, là on a le détail par catégorie si vous voulez. Alors vous vous souvenez, la semaine dernière je vous ai parlé de l'inflation sous-jacente. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi ou qui prennent le train en marche, vous prenez la vidéo de la semaine dernière et vous allez regarder ce que c'est que l'inflation sous-jacente. Et c'est important. Pourquoi ? Parce que regardez, si on prend l'inflation hors énergie, en septembre 2022, zone euro, on est à 6,4%. Si on prend sans l'énergie, les aliments non transformés, on est à 6,1%. Et si on prend l'inflation sans l'énergie, sans l'alimentation et sans l'alcool et le tabac, on est à 4,8%. Alors là, c'est fascinant de ces chiffres-là. C'est-à-dire que hors inflation qui compte tout ce qui monte, eh bien on a 10% d'inflation quand on compte tout ce qui monte, et on n'a que 4,8% quand on compte pas ce qui monte.
Et ce qui monte, c'est évidemment, vous le voyez beaucoup, c'est pas tant les aliments, hein. On a une inflation de 6,4, donc c'est les aliments, le poids de l'inflation des aliments, c'est plus 0,3. Et vous voyez qu'en revanche, après, on tombe à 4,8, et 4,8, c'est alcool et tabac. Et donc, c'est une très grosse augmentation des taxes, évidemment. En plus, on vous augmente les taxes sur l'alcool et le tabac. Et comme on vous augmente les taxes sur ces produits-là, plus l'inflation qui avait sur ces produits-là, eh bien, vous vous retrouvez en fait avec une inflation hors alimentation, hors énergie, hors alcool et tabac, qui n'est que de 4,8%. Vous voyez que là, on est très très loin des 10%. Après, regardez, l'énergie ici, c'est 40,8%. Donc on est quasiment à 41% de hausse de prix sur l'énergie. Ça veut dire que très clairement, l'inflation est tirée par l'énergie. Si on regarde détail pays par pays, le détail des pays qui souffrent le plus de l'inflation, je ne sais pas si ça se verra bien à l'écran, mais si vous mettez en grand, mais bon, sinon vous allez, pareil, vous tapez Eurostat et puis vous prenez le titre là, toc, 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 ici. Vous prenez le taux d'inflation annuel de la zone euro en Europe à 10%, Eurostat, euro-indicateur, sur votre moteur de recherche préféré et vous allez retrouver le document entier par vous-même, évidemment, directement à la source Eurostat. Et puis, vous pourrez regarder tout ça dans le détail. C'est une note qui fait 2 pages, elle est extrêmement courte, c'est vraiment que les tableaux de chiffres. Et là, je vous ai fait vraiment que les captures d'écran et les copies d'écran. Estonie, 24,2%. Excusez-moi, ça c'est le téléphone qui sonne, ça va pas le faire. Quand je vous dis que c'est en direct et que c'est sans montage, ce n'est pas une blague. Alors ça, on ferme, on éteint. Alors, je ne sais pas qui appeler, mais je vais raccrocher au nez. Toc, toc, ça m'arrive rarement, mais là, vous voyez, j'avais oublié le téléphone. Donc, Estonie, 24,2% d'inflation. Grèce, on est à 12%. Belgique, 12%. Allemagne, presque 11%, 10,9%. Lettonie, toujours un pays balte, 22,4%. Lituanie, encore un pays, le dernier pays balte, 22,5%. Qu'est-ce qu'on a? Et Pays-Bas, regardez, 17,1%. Slovaquie, 13%. C'est des taux d'inflation qui sont tout simplement délirants. Hein, et que on n'avait pas du tout, plus du tout l'habitude de voir depuis les années 70. Tout début des années 80. C'est des taux d'intérêt que les moins de 50 ans, hein, et pas là les moins de 20 ans, je vous parle d'un temps que les moins de 50 ans n'ont pas pu connaître. C'est juste historique. Voilà, c'est juste historique. 17% de taux d'inflation aux Pays-Bas, c'est juste voilà, complètement surréaliste. Alors, il y a un point commun. Hein. Alors oui, la France, hop, 6,2% de taux d'inflation. Et la différence entre les 6,2 français et les 17% des Pays-Bas ou les plus de 20% dans les pays baltes, c'est quoi? Eh bien, c'est le bouclier tarifaire sur l'énergie. Comme on a capé le bouclier, comme on a capé les hausses on a plafonné, pardon, les hausses du prix de l'énergie pour les ménages, et bien évidemment, ça tire l'inflation vers le bas et ça permet de maintenir l'inflation bien plus basse qu'ailleurs. Si vous laissez les prix faire, eh bien, vous obtenez des taux d'inflation de plus de 20%, de plus de 15% dans n'importe quelle économie de la zone euro, et donc l'inflation c'est de l'énergie, et dire autre chose c'est de la pipe, et là je ne fais que citer notre grand phare du palais, Sa Seigneurie le Président de la République, donc on ne me dira rien, le mot c'est de la pipe est dûment autorisé, donc je peux dire c'est de la flûte, c'est du pipeau. L'inflation que nous vivons actuellement est une inflation qui est liée à l'énergie. Si vous retirez les prix de l'énergie, ben vous avez une inflation, mais vous avez une inflation qui est presque saine et qui est presque normale, une inflation entre 2 et 4%, et ben ma foi, c'est une très bonne inflation, c'est entre 2 et 4%, mais une inflation à 15 ou 20%, c'est évidemment une inflation très problématique. Alors, en réalité, nous y sommes et c'est bien pire. Et ça, c'est super. Le Monde qui, du coup, dit dans un article qui a été publié aujourd'hui, 1er octobre, dans la zone euro, ou 2 octobre, je ne sais même plus quelle journée, dans la zone euro, une inflation record de 10% sur un an en septembre. Mais ce que j'aime, c'est ce qu'il y a en dessous. Le choc énergétique demeure la première explication de la hausse des prix sur le vieux continent.
super, on est bien d'accord, monsieur Le Monde, mais tous les secteurs sont désormais touchés. Ce qui ne veut rien dire, le mais tous les secteurs sont désormais touchés, ça ne veut rien dire, et il faut expliquer au monde, et là juste une manière de le dire si vous voulez, et expliquer au monde et tout le monde, et c'est très prévisible que quand les prix de l'énergie montent, tout monte, parce que tous les bidules que nous produisons, tous les services que nous donnons sont faits à base d'énergie. Encore une fois, autant on voit bien que quand on produit un bidule, une bouteille de verre, et qu'il faut fondre le verre, et que ça demande beaucoup d'énergie, qu'il faut faire marcher des grands fours, etc. On voit bien la facture de gaz et d'électricité que peut avoir la société, mais quand vous regardez Internet, vous avez de l'électricité, vous avez de la box, vous avez du Wi-Fi, vous avez un ordinateur qui est lui-même branché, une box qui est branchée. J'ai moi-même utilisé plein d'électricité pour pouvoir faire cette vidéo. Donc en fait, même un service est énergivore, ou en tout cas nécessite une quantité plus ou moins importante d'énergie pour pouvoir être produit ou pour pouvoir être utilisé. C'est-à-dire que quand bien même on a dépensé de l'énergie dans des studios aux États-Unis ou en Corée pour faire Squid Game sur Netflix, eh bien, il n'en demeure pas moins que vous avez besoin d'énergie là, ici, maintenant, aujourd'hui, si vous regardez votre série sur Netflix, parce que vous êtes abonné à Netflix et que vous prenez de la bande passante, vous prenez du temps serveur, vous prenez un écran allumé, une box, etc. Et donc, vous consommez de l'énergie, donc même les services consomment évidemment de l'énergie, donc l'économie a besoin d'énergie dans tous les cas pour évidemment prospérer. Alors, c'est bien pire que ce que dit Le Monde, parce qu'en réalité, ça va beaucoup plus loin. On a maintenant une crise monétaire dont personne ne vous parle. Souvenez-vous, moi, il y a un an, je vous parlais de l'inflation à 10% qui allait arriver, et je pense qu'il est très important maintenant de vous parler de la crise monétaire qui est en train de se développer. Alors, non pas pour vous faire peur, la peur n'évite jamais le danger, donc il ne s'agit pas de faire peur ou d'avoir peur, il s'agit de comprendre ce qui est en train de se passer. Alors regardez, ça c'est la balance commerciale en zone euro. Alors, la balance commerciale, c'est assez simple à comprendre. D'un côté, il y a tout ce que j'exporte à l'étranger, donc à l'extérieur de la zone euro, d'accord ? Les exports allemands en France, c'est pas considéré, c'est pas pris en compte dans la balance commerciale de la zone euro. C'est ce que la zone euro a vendu à l'extérieur du monde. Et il y a ce que j'achète et donc ce que j'importe du reste du monde. Donc pour vous donner un exemple, j'exporte un Airbus fabriqué en zone euro, à Toulouse, un peu en Allemagne, etc., un peu en Espagne, bon, et puis je vends mon Airbus en Chine, ça rentre en excédent, ça rentre en exportation dans ma balance commerciale de la zone euro. Et puis j'importe du pétrole d'Arabie Saoudite qui est hors zone euro, et bien c'est une dépense, c'est une importation, ça vient mettre un petit déficit dans ma balance commerciale, je paye, donc d'un côté j'ai un excédent, je vends mon Airbus, d'un autre côté j'ai une perte, j'achète du pétrole en dehors de ma zone euro à l'Arabie Saoudite, et donc la balance commerciale c'est le plus-moins, d'accord, c'est une balance, les plus, les moins, et donc vous voyez que là, tous les mois, eh bien, nous sommes évidemment excédentaires au niveau de la zone euro, alors pas grâce aux exportations françaises, bien évidemment, parce que nous, on est en déficit chronique maintenant, mais grâce aux exportations italiennes, ce qu'on ne sait pas, et évidemment grâce aux performances du premier exportateur majeur de la zone euro, qui est l'Allemagne. Et regardez, 2022, on commence à avoir un décrochage majeur, absolument majeur, de la balance commerciale de la zone euro. Ce décrochage et ce déficit commencent fin 2021. Cela commence avant la guerre en Ukraine de février 2022. Ça commence avant. Alors c'est lié, on vous dit, le rattrapage Covid, bon, ok, si on veut. Le contre-choc énergétique, ok, si on veut. En attendant, ça avait déjà commencé. Et donc on a un effondrement de notre balance commerciale. Nous passons d'une situation où nous étions structurellement excédentaires à une situation où nous devenons structurellement déficitaires, et de beaucoup. Alors ça, c'est
avec les petits bâtonnets, regardez ce que ça donne si je vous fais une courbe. Regardez, on avait même monté dans nos excédents commerciaux. Et là, c'est une catastrophe absolue. On passe de 20 000 d'excédents commerciaux à quasiment, on est en train de se diriger vers moins 40 000. Donc un déficit de la balance commerciale 2 fois supérieur aux excédents historiques que nous avions et que nous pouvions enregistrer avant. C'est un changement absolument majeur et qui est d'une brutalité et d'une violence que vous voyez très très bien matérialisée sur cette courbe. Alors, ça a des implications, notamment sur la valeur de l'euro. Et c'est pour ça que le titre de cette vidéo, c'est, vous l'avez compris, l'euro part en fumée. Et pourquoi l'euro part en fumée? Parce que quand je ne vends plus rien à l'étranger et que je ne fais que acheter à l'étranger, vous imaginez bien que quand je fais que acheter à l'étranger, en fait c'est ma monnaie qui part. Je m'appauvris si je le fais basiquement. Vous avez un porte-monnaie, et donc à chaque fois que vous vendez quelque chose sur Vinted ou sur le Beau Coin d'occasion, c'est de l'argent qui rentre dans votre ménage. Si on compare votre ménage, votre foyer à un pays. Et donc à chaque fois que vous vendez quelque chose, vous rentrez des sous. Vous travaillez, vous rentrez des sous. Vous vendez quelque chose, vous rentrez des sous. Et à chaque fois que vous achetez quelque chose, donc que vous êtes un importateur dans votre foyer de quelque chose, eh bien vous vous appauvrissez de cette quantité monétaire. Et donc on s'appauvrit de milliards d'euros chaque mois depuis plusieurs mois. Alors ça, on s'appauvrit comme ça si on raisonne au niveau d'un foyer, d'un ménage, vous voyez bien l'analogie. Alors on va introduire une autre notion qui est le taux de change. Ce qu'on ne vit pas en tant que ménage, puisque bon, nous, tout se fait en euros. Mais quand on est au niveau de la zone euro et qu'on achète à l'étranger, on achète dans d'autres monnaies, et donc notamment on achète en dollars. Quasiment tout ce qu'on importe dans la zone euro, on ne l'achète pas tant en euros qu'en dollars. Notamment l'énergie, le gaz liquéfié qu'on achète aux États-Unis, qu'on paye en dollars, et puis notamment le pétrole qu'on achète à l'Arabie Saoudite, qu'on paye en dollars, et puis quelques chinoiseries évidemment que nous achetons aussi en dollars, et puis toutes les matières premières qui généralement sont cotées et libellées en dollars. Le cours du cuivre est en dollars, le cours de l'orange en Floride est en dollars, et pour Tropicana c'est en dollars. Bon. Et donc, quand j'achète comme ça à l'étranger, j'ai non seulement une opération économique, j'achète quelque chose à l'étranger que je vais faire venir, et donc je vais le payer, donc je vais m'appauvrir du montant de monnaie que j'ai envoyé à mon fournisseur. Ok, ça tout le monde pige. Mais là, il se passe un autre phénomène qui est le phénomène du taux de change. C'est qu'en fait, si j'achète en dollars, je suis donc obligé de vendre de l'euro pour acheter du dollar pour pouvoir acheter mon truc à l'étranger. Pour acheter mon cuivre, pour acheter mon baril de pétrole, pour acheter mon gaz naturel liquéfié, mon GNL américain. Et donc, je vends de l'euro que je transforme en dollars, et donc je vends de plus en plus d'euros, et comme je suis en déficit chronique maintenant, et que j'achète beaucoup plus que je ne vends, eh bien, la demande structurelle pour l'euro diminue, et donc l'euro baisse, parce qu'en fait, je vends beaucoup d'euros, et qu'à force de vendre de l'euro et d'acheter du dollar, eh bien, j'ai une chute de l'euro, et évidemment, une hausse du dollar. Et vous voyez la chute de l'euro ici, et vous voyez qu'elle a commencé d'ailleurs un peu avant 2022, février 2022, guerre en Ukraine, et ça commence là aussi, la chute de l'euro, fin 2021. Et qu'est-ce qui se passe fin 2021? Je vous le dis, je vous le redis, c'est le déficit commercial. On le voit mieux ici justement année par année. Donc c'était pour ça que je vous l'avais mis en bâton et en courbe, en bâton, en colonne, pour mieux voir qu'en fait ça commençait avant, un tout petit peu avant 2022, fin 2021. Donc là on le voit mieux. Et puis puisque 2022 c'est la petite ligne en pointillé qui est ici, donc ça commence novembre-décembre, donc ça commence novembre. Premier déficit c'est novembre 2021. Et vous voyez que le dollar ici commence à s'apprécier, donc ici c'est l'euro, et donc on voit que l'euro commence à baisser également fin 2021, en même temps que les déficits de la balance commerciale commencent à arriver. C'est hyper logique. C'est hyper logique, c'est quasiment mécanique si vous voulez. C'est ultra prévisible. À partir du moment où vous avez un déficit chronique qui s'instaure,
en termes d'importation et d'exportation, donc au niveau de votre balance commerciale, vous êtes à peu près sûr d'avoir un énorme problème sur votre balance des paiements, qui va être la symétrie de la balance commerciale sur des entrées-sorties, des flux de capitaux, et donc vous allez avoir un énorme problème sur la valeur de votre monnaie. Et donc regardez, au plus bas, on est en fin 2000, et donc on est à 1 euro sur en 0,90, on est à 0,85. Donc on peut penser aujourd'hui avec 1 euro à 0,98 pour 1 dollar qu'on va plutôt encore perdre un bon 10% avant qu'il se passe quelque chose au niveau de l'euro et éventuellement d'une remontée de la parité, mais on va aller chercher probablement nos plus bas, donc ça veut dire qu'acheter du dollar, par exemple, pour ceux qui ont de l'argent, c'est évidemment encore une bonne idée, et c'est un conseil que je donne dans mon dossier stratégie et dans mes dossiers de stratégie depuis maintenant bien longtemps. Pour ceux qui sont abonnés, ils le savent. La monnaie baisse, il y a donc de l'inflation et l'or doit monter. Bon, alors, avant de venir là-dessus, j'avais oublié cette idée importante. Plus les importations coûtent cher, plus elles augmentent évidemment l'inflation. Quand j'ai ma monnaie qui baisse et que je perds 10% de valeur ou 15%, là je suis quasiment à 20% de perte de valeur de l'euro. Ça veut dire que toutes mes importations coûtent 20% plus cher. Et quand j'importe du gaz liquéfié ou du pétrole que j'achète en dollars et que l'euro a perdu 20%, eh bien mes amis, on se retrouve avec 20% de plus à payer en réalité sur la note énergétique de la zone euro. Et ça, rien que grâce à l'effet change. Donc, plus notre balance commerciale va se dégrader, ici, et nos déficits vont devenir importants, plus l'euro va baisser ici, et plus l'euro va baisser, plus évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'inflation va continuer à augmenter. Donc, même pas besoin de hausse de salaire pour les vedettes qui nous dirigent. Les vedettes qui nous dirigent viennent de créer une spirale inflationniste entre balance commerciale et déficit, baisse de la monnaie, hausse de nos importations, du prix de nos importations et de l'énergie, donc augmentation de l'inflation égale on continue à éteindre de plus en plus d'usines, puisque de toute manière, on n'arrive plus à produire, ça coûte trop cher en énergie. En Allemagne, ils sont en train de tout éteindre. Et c'est parce qu'en Allemagne, ils sont en train de tout éteindre qu'on se tape ce genre de déficit, puisqu'en fait, la locomotive des exportations de la zone euro, qui est l'Allemagne, et l'Italie dans une moindre mesure, sont deux pays qui sont en train d'éteindre toutes leurs usines, parce qu'ils ne peuvent plus produire, et que l'industrie, c'est des écosystèmes. Donc au départ, vous avez un fournisseur qui est à côté de chez vous, qui produit un truc qui demande beaucoup d'énergie pour vous vendre un produit à pas cher, et puis ce produit à pas cher, il rentre dans la composition d'autres produits qui sont de plus en plus à valeur ajoutée, mais bon, à la fin, vous vous retrouvez avec une super body TT 4x4, V6, V8, V12, ou électrique machin plus, etc., avec plein d'anneaux, plein de trucs rouges et puis qui clignotent dans tous les sens et qui est super belle et super puissante avec 300 chevaux, ok. Mais avant d'arriver à ça, vous avez toute une chaîne industrielle. Et si les premiers maillons qui mangent beaucoup d'énergie mais qui produisent des produits à pas cher s'éteignent, et bien tout le reste de votre chaîne, de votre écosystème industriel en fait, s'éteint et progressivement. Et donc c'est ce qui est en train de se passer. Et donc on va exporter de moins en moins. Donc comme on va exporter de moins en moins, ça va être même encore plus grave, on va importer ce qu'on ne fabrique plus chez nous. Donc on va en plus importer de plus en plus. Donc non seulement on va produire de moins en moins, importer de plus en plus, donc notre déficit de la balance commerciale va continuer à s'aggraver. Plus il va s'aggraver, plus la valeur de notre monnaie va diminuer, puisque nous allons vendre des dollars, vendre des euros pour acheter des dollars, et puis compenser tous nos achats, toutes nos pertes de production par des achats à l'étranger de plus en plus chers, et plus nous allons augmenter l'inflation. Et là, il n'y a pas de hausse de salaire dans ce que je viens de vous dire, hein, il n'y a qu'une hausse du chômage. Donc ils réussissent à nous organiser une spirale inflationniste, c'est des génies absolus, ils réussissent à nous organiser une spirale inflationniste sans même avoir besoin de hausse de salaire. C'est juste un record mondial de la bêtise et de la pipe. Voilà, pour paraphraser notre cher Mamamouchi président. Donc on éteint les usines, le va monter jusqu'aux cieux et il n'y a plus de limite au chômage puisqu'on est en train tout simplement de saccager, de détruire, de défoncer, de littéralement effondrer, arrêter, éteindre, laminer
la totalité de l'industrie européenne, donc notre balance commerciale, donc la valeur de notre monnaie, qui est en train littéralement de partir en fumée. Et donc une monnaie qui part en fumée, c'est de l'inflation les copains. Voilà, c'est de l'inflation en fait. L'inflation c'est la hausse des prix, première manière de voir, ou deuxième manière de voir, l'effondrement de la valeur relative de votre monnaie. Voilà. Et bien là en fait, on est dans, non pas la hausse des prix juste pour la hausse des prix, on est vraiment là dans une notion de baisse de la valeur de la monnaie, parce qu'on est en train de casser tous les grands équilibres dans lesquels nous étions aujourd'hui. Donc on se prépare une crise monétaire majeure pour la zone euro. On en a vraiment tous les indices, on en a tous les prémices, et l'euro va terriblement souffrir, nous allons terriblement souffrir puisque nous sommes évidemment impactés et nous vivons en zone euro, et ceux qui s'en sortent très bien, c'est le dollar. Voilà. Et je vous ai toujours dit, et ça fait très longtemps que je vous dis, n'ayez pas peur pour le dollar va très bien, et il ira très bien. Donc la monnaie baisse, il y a de l'inflation, l'or doit monter, regardez ça c'est les cours de l'or depuis 1999. Donc celui qui a acheté de l'or en 99 à moins de 300 € l'once d'or, bon aujourd'hui il est à 1700 € l'once d'or, c'est quand même pas mal, mais si vous regardez ici effectivement l'or a tendance à corriger un petit peu, pipe, zut et flûte à l'or baisse alors qu'il y a de l'inflation, on m'aurait menti, l'or n'est pas une protection contre l'inflation, on va relativiser un tout petit peu les amis, ici vous avez l'once d'or en dollars. Ceux qui ont suivi jusqu'ici me voient arriver. Si l'once d'or baisse en dollars, accrochez-vous et attachez votre ceinture. Le raisonnement est compliqué, mais il est très simple. Si l'once d'or en dollars baisse moins vite que ne baisse la parité euro-dollar, alors nous pouvons avoir une baisse de l'or en dollars, mais une hausse du même or en euros. Si l'or baisse moins vite en dollars que l'euro ne baisse par rapport au dollar. Et oui, c'est relatif. Comme disait Einstein, tout est relatif, sauf la bêtise humaine. Et évidemment, nous sommes dans ce cas-là, les amis. L'euro baisse plus vite que le dollar ne baisse en dollars, ce qui fait que sur un an, eh bien, nous avons en zone euro une inflation à 10% et une hausse de l'or en euros de 11,65%. Le job est fait, the job is done, comme on dirait chez les Américains. Le travail est fait et bien fait par l'or, comme on dirait chez nous. Sur un an, inflation à 10%, hausse de l'or 12%, rien à dire. Les amis, c'est normal. L'or ne vous enrichira pas. L'or stocke de la valeur. Donc n'attendez pas autre chose de l'or que du stockage de valeur. Si vous voulez gagner de l'argent, vous spéculez sur la parité euro-dollar, vous allez pouvoir gagner plus, et puis vous pouvez boire le bouillon également. Et donc un patrimoine, c'est évidemment un équilibre de plein d'éléments, ça dépend de l'âge du capitaine, de la situation des moussaillons, du montant du patrimoine, et donc une allocation d'actifs, c'est évidemment en fonction des projets, des machins, des trucs, voilà, de la situation. Ça dépend de plein de choses avant de faire une bonne allocation d'actifs. Ceux qui veulent aller plus loin, c'est les dossiers et la lettre stratégie. Conclusion, l'inflation est déclenchée en Europe par les prix délirants de l'énergie. C'est ça qui déclenche l'inflation. Les usines européennes ferment massivement en Allemagne, en Italie, et nos exportations s'effondrent. Plus elles vont s'effondrer, plus nous serons obligés de compenser en exportant en plus qu'on ne produit plus, donc plus nous allons augmenter notre déficit de la balance commerciale. Notre monnaie va donc chuter face au dollar, qui sert en plus lui-même de valeur refuge, puisque la guerre a lieu en Europe, sur le territoire européen, donc ceux qui sont prudents, un petit peu de dollars, un petit peu aux États-Unis, on ne sait jamais. Hein, on ne sait jamais. Nos importations, par exemple, gaz liquéfié américain et pétrole, sont payées en dollars. La demande d'euros est en chute libre, la demande de dollars en hausse, l'euro chute donc encore plus, on entretient notre spirale. Nos importations d'énergie coûtent toujours et encore plus cher. L'euro baisse encore et toujours et fait monter les prix de l'énergie toujours plus haut. Toujours plus haut, toujours plus fort. Voilà, je ne suis pas un très bon chanteur, mais vous voyez ce que je veux dire. Les vedettes qui nous dirigent, encore une fois, ont donc déclenché la
première spirale inflationniste sans hausse des salaires de l'histoire de l'humanité. Je pense qu'on peut tous les applaudir avec moi. Bravo les vedettes. Voilà, c'est vraiment une performance extraordinaire. Je tenais à la saluer. Bravos à tous nos mamas, bravos et bravotes à tous nos mamamouchis européens, avec une mention toute particulière pour la commission, la grosse commission européenne de Bruxelles. Et ce n'est pas une histoire belge, parce que jamais nos amis belges n'auraient fait des bêtises comme ça, hein, parce qu'ils savent compter les frites, hein, et nous aussi on sait compter les patates, hein, donc nous dans l'économie d'en bas et dans les greniers, on sait ce que c'est qu'un sou. Voilà. Et eux ont oublié ce qu'étaient les sous, et donc ils sont complètement à côté de la plaque. Pour terminer, l'inflation va continuer à s'amplifier évidemment et à s'ancrer durablement dans l'économie. Souvenez-vous, hein, l'inflation elle est que transitoire. Hein. Et donc moi quand je vous dis ah non, elle va pas être du tout transitoire. Oui, mais vous êtes qui? Les banques centrales. Bon. Et oui, mais c'était assez évident que malgré ce que disaient les banques centrales, encore une fois, l'inflation, elle n'allait pas être transitoire. Et mes poules le savaient, c'est dire si c'est sérieux. Nos usines vont toutes fermer les unes après les autres et les faillites d'entreprises vont exploser à la hausse. Nos capacités de production seront laminées. Rien, fini, terminé. Notre balance commerciale va plonger. Les salaires non seulement ne vont pas augmenter, et en plus, parce qu'il va y avoir beaucoup de chômage, et en plus l'inflation va continuer à augmenter et rester forte, s'ancrer encore une fois durablement. À moins que le Saint-Esprit descende sur nos mamamouchis, que la raison les frappe dans leur sommeil, que ils reçoivent une révélation quasiment divine. Hein. Bon, d'ailleurs, vous pouvez tous vous mettre à prier, quelle que soit votre religion, les copains. On peut tous se mettre à prier que les mamamouchis soient inspirés par Dieu. Non, vraiment, là, je crois qu'on en est à ce niveau-là. Là, on peut invoquer Dieu. Voilà, chacun de nos dieux, on s'y met tous ensemble, ça va le faire. Et là, il faut les appeler tous, là, hein, tous. Que nos vedettes, notamment européennes, se rendent compte quand même. En France, produire notre électricité, globalement, c'est 40 € le mégawattheure. Puis aujourd'hui, on fait des contrats à 1000 à 2000 € le mégawattheure. Ce qui fait que vous avez des entreprises, là où elles payaient 500 000 € de factures d'électricité à l'année, on leur propose 5 millions, 10 millions, 12 millions, enfin, c'est du délire. Donc qu'est-ce qu'ils font? Mais ils arrêtent de produire en fait, ils éteignent la lumière. Voilà. Donc si c'est un peu donc crétin, c'était ce que je disais, c'est un peu abruti de dire voilà les gars, on produit à 40 mais on vend à 2000, et c'est pas grave, si tout le monde meurt, tout le monde meurt. Alors peut-être qu'éventuellement, si jamais cette réalité réussit à se frayer un chemin jusqu'au cerveau obscurci et embrumé de ceux qui nous dirigent, peut-être que tout ce que je viens de vous dire ici va pas se passer. Et ça s'appelle quoi? Ça s'appelle évidemment un bouclier énergétique. Voilà. Il faut donc un bouclier énergétique total, et y compris évidemment pour les entreprises. D'accord? Et dire aux entreprises, ah non, le particulier, lui, effectivement, il faut qu'il puisse se chauffer, donc on va lui mettre, mais une fois que tous les particuliers auront perdu leur boulot parce qu'on aura fermé toutes les entreprises, c'est complètement stupide. Donc, d'abord, de manière très pragmatique, si on devait choisir, il faudrait choisir les entreprises pour préserver l'emploi de tous, les équilibres financiers, les recettes, les balances commerciales, tout ce que je vous ai expliqué, tous les grands équilibres, parce que sinon vous déséquilibrez tout, et si vous déséquilibrez tout, vous créez une crise majeure. Donc, de toute manière, s'il fallait en sauver qu'un, c'était les entreprises qu'il fallait sauver, effectivement pas le chauffage des particuliers. Ça veut dire que vous et moi, on se serait caillés, mais enfin, vaut mieux que vous et moi, on se caille, mais qu'au moins on puisse continuer à travailler et avoir nos salaires, plutôt que de voir tout s'effondrer, puisqu'après, une fois qu'il n'y aura plus de salaire, de toute manière, il y aura évidemment plus de chauffage. Même si vous avez un bouclier énergétique, il n'y aura plus de bouclier énergétique, parce que vous aurez plus d'argent. Et puis comme vous aurez plus d'argent, parce qu'il n'y aura plus de salaire, parce qu'il n'y aura plus d'entreprise, il n'y aura plus de charges sociales, il n'y aura plus d'impôts, il n'y aura plus rien, donc il n'y aura plus de ressources pour l'État. Donc l'État, il ne pourra plus vous payer votre bouclier énergétique, et donc ce sera la faillite. Et dans la faillite, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Donc évidemment, ils sont en train vraiment de créer des conditions complètement délirantes, et un risque complètement délirant.
Donc nous n'en sommes qu'au début de la crise énergétique et inflationniste en réalité. Elle sera dévastatrice pour l'emploi, et donc trouver du boulot maintenant. Ça ne veut pas dire que vous le garderez demain, évidemment, mais enfin bon, vaut mieux un boulot maintenant avec un peu de droit au chômage, de machin pour demain. On ne sait jamais, si l'État ne fait pas faillite tout de suite, ça pourrait être utile. Les États vont devoir faire une politique de quoi qu'il en coûte énergétique. Voilà, ou mieux, et plus simplement, revoir le mode de calcul du prix de vente de l'énergie en Europe et l'électricité en Europe, qui est un mode de calcul qui sort du cerveau complètement dérangé de technocrates complètement délirants qui avaient décidé qu'il fallait traiter le marché de l'énergie comme un marché privé comme les autres, avec de la concurrence, et que pour introduire de la concurrence, eh bien, il fallait que des opérateurs puissent acheter de l'énergie en gros et moins cher et la revendre plus cher. Et donc vous vous retrouvez avec des sociétés dont le seul métier est de faire des factures, d'accord? Les types, ils n'acheminent rien. Ils ne produisent rien, ils n'ont pas de centrale nucléaire, ils n'ont pas de réseau, ils n'ont pas les tuyaux, ils n'ont pas de compteur Linky, ils n'ont rien, d'accord? Ils achètent en gros de l'énergie sur le marché, et puis ils vous la revendent, ce qu'on appelle les opérateurs alternatifs, et ils vous émettent une facture en disant tu me dois tant à la fin du mois. Et puis ils prennent la différence entre le prix d'achat en gros et le prix de vente. Et donc on est dans une situation qui est complètement délirante. Et donc c'est en réalité une concurrence artificielle. Donc il faut évidemment finir avec cette stupidité qui marche et qui peut éventuellement, en tout cas, ne pas détruire l'économie européenne quand on est par temps calme, mais qui par gros temps et par tempête énergétique, évidemment, détruit complètement l'économie européenne dans son ensemble. Et c'est un véritable suicide économique. Vous avez compris à quel point j'étais énervé par le sujet, car mes poules et moi, nous voyons bien le suicide qui est en train d'être réalisé. Et mes trois petits singes, Riri, Fifi et Loulou ici, trouvent que tout ça manque énormément de sagesse, évidemment, auprès de nos mamamouchis. Dans tous les cas, nous sommes durablement affaiblis en Europe et en zone euro. D'ailleurs, relisez le dossier stratégie pour ceux qui sont abonnés. Encore une fois, moins d'empire, plus d'Amérique, où je vous décrivais il y a 3 ans, même 4 ans, la manière dont l'Amérique, alors à l'époque c'était Donald Trump, mais ça continue, vous savez, il y a des choses permanentes dans la politique américaine, quel que soit le président, eh bien je vous expliquais comment l'énergie allait être utilisée notamment pour asseoir et garantir dans une période de transition énergétique la valeur du dollar, et que l'Europe était donc le marché qui devait permettre aux États-Unis de maintenir la valeur du dollar en transformant leur gaz de schiste en nouveau et en futur pétrodollars. On le savait, c'est en train d'arriver sous vos yeux. Vraiment, relisez ce dossier, vous allez comprendre, et ce que vous n'aviez pas perçu ou pas saisi, vous allez évidemment le comprendre, le saisir, le percevoir par rapport à tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Les banques centrales vous attaquent, retournez la stratégie en votre faveur. Le dossier est en ligne, vous pouvez évidemment le télécharger et vous abonner. Restez à l'écoute, partagez, mettez un pouce, mettez des commentaires, discutez entre vous, débattez. Mon petit doigt de schtroumpf pour dire que c'est super. Vous pouvez me rejoindre sur le compte Twitter @insolentiae. Vous pouvez vous abonner évidemment à cette chaîne et activer les notifications pour être informé dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Et puis partager sans modération évidemment cette vidéo, et c'est gratuit. Vous pouvez vous abonner aussi gratuitement à la lettre d'informations quotidiennes du site Insolentiae, où je vous décrypte toutes les informations intéressantes, et c'est 5 infos par jour. Et puis évidemment vous abonner à la lettre stratégie sur le site Insolentiae/boutique. Vous devez avoir un petit i qui doit s'afficher dans le haut, là où qui a dû s'afficher il y a quelques instants. Si vous cliquez, ça va vous amener directement sur le site pour que vous puissiez vous abonner. Voilà les copains, je vous ai à peu près tout dit. Vous avez vu que j'étais donc très fâché, parce qu'évidemment le résultat on le connaît. Mes poules de cristal m'ont donné une vision extrêmement claire de l'avenir. Les petits singes de la sagesse ne me contredisent évidemment pas. Nous allons droit dans le mur, et donc il va falloir très vite
évidemment revoir le mécanisme de fixation du prix de l'énergie en Europe, qui est imposé par la Commission européenne, et on n'y arrive pas, et c'est un vrai problème, et c'est pas possible qu'on n'y arrive pas. Là, c'est de l'idéologie et de l'entêtement idéologique, et c'est du délire absolu de la part de nos élites et de nos technocrates européens. Et puis, il va falloir mettre un bouclier tarifaire et faire un quoi qu'il en coûte énergétique pour les entreprises, sinon nous allons saccager notre industrie. C'est valable pour l'Allemagne, pour l'Italie comme pour la France et pour l'ensemble des pays de la zone euro. Nous devons soutenir les entreprises, non pas en leur donnant de l'argent et en faisant des chèques, mais en permettant à toute société d'acheter de l'énergie et de l'électricité à un prix qui permette de sauver l'emploi des gens. Votre emploi, mon emploi, le boulot de tout le monde, c'est très important. Pas de boulot, c'est une crise sociale majeure. Une crise sociale majeure, c'est beaucoup de malheur pour les gens. Et ça, c'est pas possible. L'action publique, l'action politique, elle doit tourner vers les gens. Et donc leur assurer un minimum de prospérité, de vie digne. Et ça passe évidemment par le fait de pouvoir travailler et gagner sa vie dignement. Donc si on touche au travail, on touche et on dégrade profondément la vie des gens, et ça, c'est évidemment un grand danger, puis humainement et socialement. Ça doit être dénoncé, ça doit être dit avec force. Voilà pour mon petit coup de gueule d'aujourd'hui, je suis navré, partagez quand même, et puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut les amis, prenez bien soin de vous.